je me suis retrouvé dans cette salle de formation avec un formateur. C'était un peu ennuyant, un peu boring, comme on dit. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux rendre la formation accessible au plus grand nombre grâce au digital. Et je veux surtout que ça soit sexy pour les apprenants. Les entreprises les plus performantes seraient-elles celles qui bâtissent la capacité d'apprendre plus vite que la concurrence ? Je suis Cyril Ijard et avec la société nous avons décidé d'aller à la rencontre de celles et ceux qui font l'entreprise apprenante. Responsables de la formation, DRH, directrices et directeurs d'universités d'entreprise, experts de la tech ou de la pédagogie, nos invités viennent partager leurs expériences, leurs apprentissages et leur vision du monde de la formation professionnelle et du développement des compétences. Au fait, c'est qui nous ? Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'entreprise apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Bruno Sola, CEO de Business. Bruno est un acteur engagé dans le monde de la formation professionnelle et des compétences. Il nous explique comment, au travers de son parcours, il a voulu s'attaquer aux fractures numériques et pédagogiques qui touchent à la fois le monde de la formation continue comme le monde de la formation initiale. Cet engagement s'est récemment traduit par l'écriture d'un livre que je vous invite à lire d'ailleurs. Bonne écoute. Bonjour Bruno. Salut Cyril. Bruno, je suis très content de te recevoir dans le podcast de l'entreprise apprenante à plusieurs titres parce que d'une part, je sais que tu as une actualité qui est riche, que chez Business, voilà, vous faites de très belles choses pour la formation professionnelle, mais aussi la pédagogie et la transformation digitale, notamment des organisations sur la partie pédagogique, voilà. Et puis on se connaît depuis un certain temps, donc j'ai pu aussi suivre l'évolution de Business puisqu'il y a quelques années on travaillait dans des bureaux qui étaient joints, qui étaient à côté, donc voilà, on se connaît depuis un petit moment et c'est bien de se retrouver aujourd'hui. Et donc je vais commencer par te demander de te présenter. Écoute, très heureux, moi aussi. Donc je suis Bruno Sola, je le dis pour tes auditeurs. Donc moi je suis toulousain, je suis entrepreneur, j'ai 44 ans, je suis marié avec une femme super, 3 enfants formidables. Donc je suis un papa et un mari comblé et entrepreneur aussi parce que tu l'as dit, j'ai créé Business il y a plusieurs années maintenant, qui est devenu un acteur engagé déjà et qui a bien grandi dans le monde de la formation professionnelle. Et puis ce joli bébé m'a amené à diversifier aussi mon engagement, mais principalement autour de la formation, de l'éducation et de l'emploi notamment, puisque j'ai aujourd'hui un partenaire stratégique à mes côtés qui m'accompagne et que j'accompagne aussi sur les sujets compétences et numériques. Voilà. Donc voilà, toujours à Toulouse, je vis toujours à Toulouse, mais toujours aussi voyageur au quotidien. Est-ce que tu peux un peu nous retracer de manière un peu synthétique la trajectoire de Business, tu vois, un peu de savoir d'où vous êtes parti, parce que bon, moi je connais un petit peu l'histoire, mais je trouve intéressant que tu la partages, et ça permettra aussi de voir un petit peu les itérations que vous avez fait et comment vous avez développé et vos convictions, quoi, développer la boîte, mais aussi développer vos convictions. Écoute, pour faire ce storytelling d'où on est parti, j'ai envie de dire que Business, moi je suis le fondateur de Business, donc Business est né aussi un petit peu, on va dire grâce ou à cause de mon histoire personnelle. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis toulousain et puis j'ai eu un parcours assez atypique, en tout cas pour un entrepreneur, puisque je suis un entrepreneur autodidacte, pardon, et qui finalement a cet aspect, on va dire spécifique que j'ai fait que ça a nourri mon projet. En résumé, j'ai eu l'idée de créer Business en 2006. Parce que j'ai eu la chance de travailler pendant 6 ans dans une entreprise qui m'a recruté sans diplôme et qui, par la formation et autour du digital, qui était en tout cas un outil dans cette entreprise, mais qui était une passion pour moi depuis que j'étais gamin, j'ai eu un jour l'idée, parce que je me trouvais dans une salle de formation avec une formation qui était plutôt assez ennuyante,
j'ai eu l'idée je me suis dit, la formation et la compétence, c'est super important pour chaque individu, parce que moi, en tant qu'autodidacte, j'avais réussi à trouver une entreprise qui m'avait, de manière assez rare, on va dire, en tout cas embauché sans diplôme, et qui, par contre, m'avait formé, m'avait donné de la compétence, de la connaissance qui me permettait de m'épanouir. Donc, je me suis retrouvé dans cette salle de formation avec un formateur, c'était un peu ennuyant, un peu boring, comme on dit. Et là, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Je veux rendre la formation accessible au plus grand nombre grâce au digital. Et je veux surtout que ça soit sexy pour les apprenants. Wow effect, engageant, motivant et très sympa. Et en même temps, et c'est d'ailleurs c'est pour ça que la marque s'appelle Business, je souhaitais qu'elle soit aussi performante et qu'elle apporte aux entreprises des résultats, parce que convaincu que le premier capital d'une entreprise, c'est le capital humain, et que si on mise sur le développement des compétences des individus, on a de grandes chances d'activer des performances. Voilà, donc c'est comme ça qu'est né Business. Et puis après, l'aventure a grandi. Dans un premier temps, on a développé une offre de formation assez moderne, qui consistait d'abord à créer une digital factory chez nous en interne, d'utiliser le meilleur de la technologie pour sublimer l'expérience apprenant et développer la performance, de mettre de l'humain dans tout ça, parce qu'on était déjà, et on l'est toujours, une entreprise convaincue du meilleur de l'humain et du digital par une approche digitale et donc blended learning. Et donc, on a dans un premier temps commencé à accompagner plutôt des ETI, des PME, puis très vite des grands comptes en France, à l'étranger, parce que les solutions digitales qu'on a créées n'ont pas de frontières, et toujours avec le même prisme en tout cas, de dépoussiérer la formation et de la rendre à la fois plus sexy et plus performante. Et puis avec le temps, et c'est les actualités les plus fraîches, il y a 4-5 ans, on a été pas mal plébiscité par d'autres acteurs de la formation professionnelle qui n'étaient pas forcément concurrents, et qui sont venus nous voir en nous disant, on voudrait faire comme vous. On voudrait avoir une digital factory, on voudrait des outils modernes, sexy, et utiliser le meilleur des pédagogies et de la technologie. Et en fait, on a décidé de créer une solution numérique qui permettrait de démocratiser la formation nouvelle génération, et de permettre à tous de proposer une expérience plus moderne et plus engageante. Là aussi, convaincu que chaque acteur de la compétence est utile à la société à partir du moment où il dispose des bons outils et des bonnes approches. Voilà. Donc, on est devenu un acteur de la modernisation de l'appareil de formation, et c'est ce que nous faisons notamment dans notre région Occitanie, mais pas que, parce qu'on fait ça sur plusieurs territoires aujourd'hui, où on accompagne les organismes de formation dans leur fracture pédagogique et numérique, pour les aider à être, on va dire, plus dans l'air du temps, et de continuer d'œuvrer sur leur territoire. Voilà, globalement, de manière macro, le storytelling de Business. Non, mais c'est très clair. C'est très clair. On va rentrer dans ce détail des fractures numériques et pédagogiques. C'est intéressant. Juste en aparté, il me semble que en tout cas, un de vos claims, c'est learning is a gift. C'est ça. Je crois avoir vu ça sur vos, et j'ai l'impression que ça résonne pas mal avec ton histoire personnelle. Donc je la trouve assez à propos et assez alignée avec les propos que tu viens de me tenir. Oui, pour tout te dire, bon, moi je fais partie, je suis un acteur assez engagé quand même dans le monde de la formation, au titre déjà des acteurs de la compétence, donc de la Fédération de la formation professionnelle, où j'ai le plaisir de présider une commission sur la transformation et l'innovation pédagogique et technologique. Et oui, le fameux learning is a gift, c'était de se dire, moi j'ai toujours, de par mon expérience personnelle et celle de l'entreprise, considéré que chaque individu devait développer son patrimoine de compétences. Parce que je dis souvent que si vous ne pensez pas à le développer, qui le fera pour vous, en fait? Parce que la réalité, c'est que la compétence est un levier formidable de notre naissance jusqu'à notre mort, parce qu'on apprend tous les jours. Donc cette idée d'apprendre, elle dépasse le mot formation, qui parfois est encore aujourd'hui est galvaudé pour plein de raisons, des raisons d'ailleurs valables parfois, parce que la formation doit se remettre en question, les formateurs doivent se remettre en question, les professionnels de la formation aussi. Voilà, donc moi je fais partie de ceux en tout cas qui veulent donner du sens à l'accès à la compétence. Donc le fameux learning is a gift, c'est ça. Business œuvre, et moi avec des engagements depuis de nombreuses années, encore aujourd'hui où je sors un livre, on en parlera peut-être, mais je fais partie de ceux qui disent faut redonner du sens à la formation, et la formation c'est pas un mot, c'est juste l'acquisition de connaissances et de compétences tout au long de la vie pour chaque individu. Et donc voilà, le learning is a gift, c'est ça l'idée. Et puis donc derrière, tout notre engagement, en tout cas les équipes de business que je salue, c'est des hommes et des femmes assez jeunes d'ailleurs, parce qu'on est moyenne d'âge de 30 ans, mais qui tous les matins se lèvent et utilisent leur expertise, leur expérience pour
sublimer cette idée-là, que se former, c'est utile à chaque individu et ça doit aussi être profitable à la société et aux entreprises. Ok, non, très bien. Très bien, c'est bien de le souligner. Donc, on l'a dit, et tu as commencé à en parler, la formation s'est rapidement transformée ces dernières années, bon, notamment avec la crise Covid, où là, on a eu la plus grosse transformation qu'on ait jamais connue, et on l'a vu, ça a vraiment créé des électrochocs chez un certain nombre d'acteurs, d'entreprises. Vous, chez Business, vous avez identifié que ces transformations ont créé de véritables fractures, à la fois sur la partie numérique et sur la partie pédagogique au niveau des organisations, et notamment de certains organismes de formation, et tu en as parlé. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer voilà, un peu en détail quelles sont ces fractures, comment vous les avez identifiées, qu'est-ce qui vous a été remonté, voilà, quels étaient les mots qui ont été employés et les points de douleur? Alors en fait, pour moi, il y a trois dimensions. Je parle souvent de fractures stratégiques, numériques et pédagogiques. Donc dans l'ordre, c'est vrai que la pandémie, elle a accéléré des prises de conscience, notamment sur les équipements numériques, parce que naturellement, les organismes de formation ont, pour la plupart d'entre eux, fermé leurs portes au début de la pandémie et pendant la durée de la pandémie. Les écoles ont fermé leurs portes aussi, et donc de fait, on s'est trouvé privé de compétences, enfin d'accès à la compétence. Donc ceux et celles qui n'étaient pas équipés d'outils permettant la continuité pédagogique se sont retrouvés finalement face à cette complexité-là. Donc la fracture numérique, c'est bien de dire que le digital, les outils numériques sont des moyens au service de la compétence qui doivent être présents partout et pour tous au XXIe siècle. Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas et que encore beaucoup de professionnels de la formation et de l'éducation, notamment, ne disposent pas des meilleurs moyens digitaux qui leur permettent de continuer de former et aussi par le digital de bénéficier du meilleur de la technologie au service d'ambitions pédagogiques. Donc ça, c'est un premier élément. Et en effet, Business a créé une solution qui s'appelle Stories, pour la citer. C'est cette fameuse solution que j'évoquais tout à l'heure, qui consistait à dire, j'avais moi dans ma Digital Learning Factory, un peu plus de 60 collaborateurs, et je me suis dit, tout le monde peut pas avoir ça parce que ça prend du temps, parce que c'est coûteux, et c'est un autre projet, quoi, quelque part. Donc on s'est dit, comment créer et proposer à chaque professionnel de la pédagogie, chaque professionnel de l'éducation, de la formation, une Digital Learning Factory, un outil qui permet de créer, de diffuser et d'animer simplement et de manière assez sexy, moderne, qui utilise le meilleur des pédagogies, des technologies, des contenus d'accès à la connaissance et à la compétence. Donc ça, c'est ce que moi j'appelle la fracture numérique. On a constaté et apporter une réponse à ce premier axe. Et on continue de le faire aujourd'hui. Le deuxième, c'est la fracture pédagogique. Et la fracture pédagogique, c'est que l'outil ne fait pas tout. Évidemment, on a deux choses à faire quand on a un outil, c'est de permettre à ceux et celles qui vont utiliser cet outil de le maîtriser, quel qu'il soit, que ce soit Stories ou autre chose, peu importe, qu'ils puissent, on va dire, s'en servir et le maîtriser et bien le connaître. Je vais caricaturer, mais quand l'utilisation de Teams ou de Zoom, d'abord il faut maîtriser Teams et Zoom parce qu'il y a un certain nombre de fonctionnalités qui peuvent permettre de sublimer l'expérience ou pas, et en même temps, ça fait pas tout. Il faut être capable de repenser ses pratiques. Donc repenser ses pratiques, c'est quand je suis un professionnel de la formation, l'arrivée du numérique dans mon action pédagogique, elle doit me permettre de repenser des choses, de repenser par exemple mon ingénierie pédagogique. L'ingénierie pédagogique n'est pas la même en ligne qu'en salle, par exemple. Ensuite, elle doit me permettre de repenser mes pratiques pédagogiques, donc c'est-à-dire l'utilisation du numérique en présentiel. On oublie souvent que parfois les services outils numériques, je vais prendre le cas d'un podcast, d'un MOOC ou toute autre modalité pédagogique comme celle-ci, peuvent être utilisés avant, mais aussi pendant une action de formation. Et le dernier point, c'est que le monde a changé. Je dis souvent qu'on n'apprend plus aujourd'hui comme hier parce que les apprenants, c'est des hommes et des femmes qui sont notamment très connectés, parce que le numérique aujourd'hui touche tout le monde et partout. Et donc, ils ont d'autres attentes. On parle souvent de snacking, ils consomment de manière simple, rapide, fluide, courte, etc. Et donc, il faut repenser ces pratiques pédagogiques et se former.
Et donc, la fracture pédagogique, c'est on reforme des formateurs, on reforme des professionnels de la pédagogie et de l'éducation à disposer de nouvelles pratiques pédagogiques. On a fait une étude, on a identifié qu'il y avait aujourd'hui 50 nouvelles compétences nécessaires à un professionnel de la pédagogie qui ont été, on va dire, bousculées par l'arrivée du numérique et qui sont nécessaires pour répondre aux nouveaux modes de consommation de l'information et des apprenants. Et après, le dernier point, et c'est probablement le plus important, la fracture stratégique, c'est cette maturité-là, quand on est propriétaire d'un organisme de formation, de se poser la question de savoir quel est le présent du monde de la formation, mais surtout quel est l'avenir, et de préparer son organisme de formation à être capable de relever les défis qu'on a à l'avenir, à la fois les défis des apprenants, les défis de la technologie, les défis des pédagogies, et puis les défis stratégiques qui font qu'aujourd'hui, et à mieux, on voit que la formation est au cœur de certain nombre de débats, et notamment au niveau du débat public, au niveau du débat de l'emploi, et que de multiples acteurs aujourd'hui arrivent sur ce secteur-là. Et donc cette fracture stratégique, c'est c'est ce que j'appelle le pouvoir culturel, c'est la capacité à donner accès au plus grand nombre à beaucoup d'informations qui vont permettre de se muscler, de développer sa vision stratégique pour pouvoir bien préparer ses orientations et faire face aux défis de demain, que ce soit dans la croissance organique ou de la croissance externe, par exemple. Voilà, donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a eu l'ambition, y compris avec les acteurs de la compétence au titre de la Fédé, et c'est mon rôle en tant que président, en l'occurrence, de cette commission et administrateur, que d'aider les professionnels de la formation à décrypter et à avoir une meilleure lecture pour mieux se préparer et mieux anticiper le futur, quoi. Ok, non mais c'est très intéressant. Il y a plein de notions que j'ai tenté de capter. Effectivement, le fait que finalement tu le fais au titre de business, mais aussi au titre de ton engagement dans les acteurs de la compétence pour essayer de fédérer cette conduite du changement, hein, si on peut aussi l'appeler ainsi, c'est-à-dire comment en fait on donne les moyens et les outils. Et les outils, je parle pas que d'outils numériques, hein, ce sont des outils, comme tu as dit, stratégiques, pédagogiques, de vision, de compréhension des changements qui sont technologiques, mais aussi socio-culturels, pour permettre en fait on va dire à l'appareil de formation, à l'appareil de compétences d'être plus performant. Tout à fait. Je vais te donner un exemple concret, notamment au titre des acteurs de la compétence, parce que quand moi j'y suis rentré et qu'on m'a élu, j'ai réfléchi avant en me disant en fait c'est quoi ce projet? Et ce projet, c'est de se dire qu'en fait quand tu regardes le monde de la formation, c'est un marché qui est très atomisé, il y a beaucoup de monde, et finalement d'abord d'y aller, c'est de mieux le connaître, de mieux le comprendre, pour ensuite finalement mieux le servir, convaincu que ce monde-là est utile aux défis, à la compétitivité des entreprises, à l'employabilité de la France, et à l'employabilité des Français, et que de fait, on peut transmettre tout cela. Le meilleur des exemples, c'est le rapprochement, par exemple, qu'on a pu faire entre le monde de la EdTech et la Fédé. Moi, je fais partie, en tout cas, de ceux qui ont œuvré à cela, et donc ça me permet de saluer à la fois Pierre, le président de la Fédé, et Olivier, qui est son bras droit, mais aussi Anne-Charlotte Monéré, où on est à la base dans des écosystèmes assez différents. La nouvelle économie portée par la EdTech qui a beaucoup de nouveaux pure players de la formation, de l'éducation, et ce rapprochement avec le monde de la formation, parfois plus historique, parfois certains diront plus traditionnel, mais cette conjugaison et cette rencontre, elle est intéressante parce qu'à la fois elle évite les peurs des deux côtés finalement qu'on peut avoir quand on se connaît pas, et puis elle permet des rencontres qui font qu'aujourd'hui la digitalisation elle se fait plus rapidement par des alliances, notamment entre des pure players de la nouvelle économie et des acteurs beaucoup plus traditionnels. On l'avait fait nous chez Business, puisqu'on avait à la fois créé de la EdTech et fait des partenariats avec des EdTech, et donc ça me paraissait vachement important de le faire, quoi. Ouais, je comprends effectivement le fait finalement d'apporter des années et des années d'expertise de la part des acteurs de la formation professionnelle, hein, qui ont toujours leur mot à dire et beaucoup d'expérience à partager, et les nouveaux acteurs de la tech qui apportent une vision, une nouvelle vision, aussi l'apport du digital et de la techno qui permet finalement de simplifier, fluidifier, transformer. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'aller rejoindre ces mondes-là.
Tu as parlé du sujet notamment de la pédagogie et des compétences pédagogiques, et je voudrais qu'on arrive à revenir sur ce sujet et de cette étude que vous avez commandée avec Business. Je sais qu'à la fois tu t'intéresses à la formation professionnelle, mais aussi à la formation initiale. On a parlé de formation, on va aussi parler d'éducation parce qu'on sait que il y a d'une part les formateurs qui doivent se transformer, mais il y a aussi les professeurs, les instituteurs pour le père que tu es et moi aussi je suis un papa. On a eu l'occasion de voir ce qu'était l'école à la maison en mars, avril et mai 2020 et on a vu que c'était un vrai métier et que les instituteurs ont été quand même challengés en fait sur leurs fondamentaux. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'ils ne bénéficient pas aujourd'hui de l'ensemble des innovations pédagogiques et technologiques. Moi, ma question, c'est pourquoi souhaites-tu t'attaquer à ce sujet qui est quand même un sujet complexe, qui est le sujet global de l'éducation. Qu'est-ce que vous avez identifié dans cette étude et voilà, et quel fossé as-tu analysé? Alors, là où tu as raison, c'est que en tout cas le job aujourd'hui de business historique, c'est bien d'accompagner ceux et celles qui veulent se former à le faire de la meilleure des manières. Et je l'ai rappelé là, celles et ceux qui veulent utiliser le meilleur des pédagogies et des technologies, de pouvoir aussi faire appel à nous quand ils en ressentent le besoin. L'éducation, en fait, on s'en est aperçu notamment à travers les chantiers qu'on a accompagnés sur la modernisation de l'appareil de formation, où la frontière, en tout cas en France, on a beaucoup de murs qui existent entre la formation initiale et la formation continue. Et nous, dans ce dispositif-là, tu sais, on a accompagné beaucoup d'OF et notamment, par exemple, des CFA. Et quand tu es dans un CFA, finalement, tu es à la frontière entre la formation professionnelle et la formation initiale ou continue. Enfin, initiale et continue professionnelle plutôt. Voilà. Et du coup, finalement, on le savait déjà en tant que professionnel, mais on s'est dit, mais ces fameuses fractures numériques et pédagogiques, on a constaté les mêmes. On a constaté que le monde était au cœur de révolution numérique qui était, on va dire, ultra présente depuis plus de 10 ans et que ça n'épargnait personne. Alors la pandémie, elle a accéléré les choses parce qu'évidemment, je l'ai rappelé tout à l'heure, les écoles ont fermé, on a vu la complexité pédagogique pour la continuité pédagogique, tant dans le manque d'outils que dans le manque de maîtrise et de pratiques pédagogiques visant à faire face à la situation. Et en même temps, on est parents aussi et on voit aujourd'hui un certain nombre de choses qui sont moi qui m'ont interrogé depuis plus de 14 mois aujourd'hui, où je me posais la question de savoir si ce que j'ai constaté en 15 ans dans le monde de la formation professionnelle, ces complexités numériques, ces changements pédagogiques où on a si on prend le sujet de l'éducation, des méthodes pédagogiques du 19e siècle, des professeurs et des enseignants formés au 20e siècle et des élèves du 21e siècle qui ont profondément évolué. Donc quand on a vu ça, moi je me suis dit qu'il fallait faire deux choses. La première, là c'est plutôt, non pas au titre de business, mais comme acteur engagé, j'ai souhaité écrire un livre pour faire des propositions concrètes et tangibles qui s'inscrivent dans celles que j'avais faites il y a 5 ans. J'avais sorti un livre blanc qui s'appelait 10 convictions pour une formation nouvelle génération, et j'avais fait 10 propositions à la ministre Pénicaud juste avant la réforme de la formation professionnelle qui visait entre autres à engager une profonde modernisation de l'appareil de formation. Là, je me suis lancé dans le même exercice, mais tu l'as rappelé de manière finalement un peu différente. D'abord parce que c'est quelque chose de plus complexe, j'ai envie de dire, de par la dimension sociale, sociétale du sujet. Et en même temps, j'ai voulu le faire parce que je pense que l'expérience qui est celle des acteurs de la compétence que nous avons, elle peut être inspirante sur un certain nombre de sujets. Elle est pas, c'est pas un miroir, on n'est pas dans une symétrie absolue, mais il y a beaucoup de choses similaires, à commencer par les impacts du numérique. Et c'est surtout à ça que je me suis attaché de regarder, c'est de dire quels sont les impacts du numérique sur l'éducation, comment on peut mieux utiliser le numérique demain pour faire grandir les hommes et les femmes, donc les jeunes, les moins jeunes et les professeurs, etc. Et comment finalement on peut faire de l'école une chance. Tout à l'heure on disait learning is a gift, ben oui, apprendre est un cadeau, c'est un privilège, et en France on a la chance de pouvoir mettre à disposition de nos enfants une éducation. Il faut simplement que celle-ci corresponde, on va dire, aux préoccupations et aux enjeux du monde d'aujourd'hui, à la fois du monde du travail mais aussi du monde tout court. Et en même temps, il faut refaire de ce métier d'enseignant, de professeur, le plus beau métier du monde. Et pour le faire, il faut les doter
des meilleures technologies, des meilleures pédagogies dans un monde en profonde transformation. Donc ça, en gros, c'est plutôt un engagement personnel, on va dire de Bruno pour parler de moi. Hein. Mais par contre, l'entreprise, en tout cas, elle contribue à ça, modestement, mais elle le fait. Elle le fait en accompagnant des professionnels de l'éducation. Je pense notamment à l'enseignement supérieur, où là, on est déjà sur des choses qui sont très proches de l'entreprise. Et puis, évidemment, des acteurs publics. On discute beaucoup avec Canopé, par exemple, qui est très préoccupé par ça, parce que la pandémie a eu là aussi, j'ai envie de dire, cet impact d'accélérer les prises de conscience et la nécessité de faire évoluer ces pratiques-là. Donc, voilà ce qui nous motive par rapport à ça. À la fois une affaire personnelle, mais aussi une ambition de contribuer, en tout cas, au débat public et à l'action là-dessus, fort de nos outils ou pratiques ou expériences, quoi. Ok. Alors, on va juste prendre quelques minutes pour parler de ce livre parce que il arrive aussi, il n'arrive pas par hasard. Il va sortir ces jours-ci. Mes informations sont bonnes à quelques mois de l'élection présidentielle. Donc, le sujet de l'éducation est un sujet quand même qui est important et pour le coup, dont on a entendu parler ces dernières semaines par certains candidats. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments ou quelques idées forces de ce livre que tu vas sortir et pour nous exposer les propositions que tu défends pour l'éducation? Oui, alors bon, déjà tu posais la question sur les éléments de motivation et l'enquête Ipsos qu'on a menée, dont tu as fait référence tout à l'heure. Ça a été pour moi une confirmation qu'il fallait en tout cas faire des propositions par rapport à ça. L'enquête Ipsos qu'on a menée, ce qui s'appelle les Français et l'éducation, elle consistait justement à interroger les Français sur leur regard sur l'éducation et sur l'évolution du monde et l'impact du numérique dans le quotidien éducatif. Donc en fait, il y a des éléments qui ont été prégnants et pour moi le marqueur fort, c'est qu'on a 8 Français sur 10 aujourd'hui qui souhaitent faire de l'éducation nouvelle génération et d'une profonde évolution et modernisation de l'appareil éducatif un des 3 sujets de l'élection présidentielle. Et au moment où on se parle, ce n'est pas encore le cas. Donc, c'est vrai je me suis dit, bon, je suis pas le seul à penser qu'aujourd'hui, le système d'éducation n'échappe pas aux évolutions du monde. Ensuite, on a eu un certain nombre d'indicateurs, comme par exemple 38% des Français à peine qui trouvent notre système éducatif à la hauteur du choc de modernité nécessaire pour permettre de donner à chaque élève l'envie d'apprendre, l'envie de se développer par rapport à ça. Et enfin, on a à peine 30% des professionnels de la pédagogie, de l'enseignement qui se disent heureux et satisfaits de faire ce métier. Et ça, c'est pour moi une alerte majeure qui a été très motivante pour se dire bon, voilà, il faut en tout cas qu'aujourd'hui les choses évoluent, les choses bougent, et il faut qu'on fasse vraiment bouger les choses par rapport à ça. Donc ça, c'est plutôt ce qui a motivé dans l'enquête Ipsos, et elle est gratuite, elle est en ligne, vous pouvez la télécharger sur notre site internet, puisqu'on a souhaité justement la mettre à disposition du plus grand nombre. Et après, concernant le livre, en fait, il y a 3 grandes dimensions dans mon livre. La première, c'est finalement pourquoi je le fais. Et donc c'est ce qui a motivé pour moi cette idée-là d'écrire ce livre, et je l'ai fait avec je suis entouré d'un psychopédagogue qui connaît parfaitement, on va dire, puisque c'est une personne qui est reconnue mondialement sur ces sujets, qui m'a aidé, on va dire, à cadrer l'envers du décor de tout ça. Mais la première motivation, c'est la peur. Une peur à la fois d'un entrepreneur engagé depuis plusieurs années dans ces sujets-là de la compétence, mais aussi d'un Français, d'un père qui voit au quotidien les fractures numériques. Et les fractures numériques, j'avais lu un livre qui s'appelle La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino, qui est le patron d'Arte, et qui mettait en lumière finalement qu'on avait à peu près 95% des individus de la planète qui utilisaient du numérique, mais à peine 5% d'entre elles qui la maîtrisent. Et donc moi, ça me fait peur, en effet, de voir aujourd'hui que cet outil numérique, qui pour moi a changé ma vie, qui est dans le quotidien de chaque individu, finalement, on ne le maîtrise pas assez. Et on ne le maîtrise pas assez avec tout un tas de choses qui peuvent être clivantes. On peut penser que nos enfants passent trop de temps là-dessus. On sait pas l'impact des réseaux sociaux. Et en même temps, on veut équiper donc nos écoles d'outils et d'usages numériques parce que ça fait partie du monde d'aujourd'hui, etc. Donc je me suis dit, ça c'est un sujet qu'il faut pas rater. Donc c'est parce que j'ai peur que je vais les faire. Et puis derrière, il y a 10 propositions. Et dans les propositions, c'est la première, notamment, là aussi, c'est le redonner du sens. J'ai toujours été marqué par cette phrase de l'école est obligatoire.
évidemment que l'école est obligatoire quelque part d'un point de vue législatif, en tout cas jusqu'à un certain âge, mais je trouve pas que c'est un beau message en fait. Je pense pas que ce soit le meilleur des messages que l'on puisse donner. Et quand on regarde en dehors de nos frontières, on voit que les enfants parfois la voient pas comme obligatoire, mais la voient vraiment comme une chance parce que accéder à la compétence, c'est un privilège pour chaque individu tout au long de la vie. Donc c'est la première chose que j'ai fait, c'est dire et si on essayait de redonner du sens à l'éducation pour que nos enfants puissent justement bien comprendre le sens tout au long de leur vie, de leurs compétences, et que demain, typiquement, ce soit des adultes qui ont envie de se former tout au long de leur vie. Ensuite, j'ai identifié trois sujets de préoccupation que j'ai appelé une forme de réconciliation. Réconciliation finalement entre, je le disais tout à l'heure, mais finalement, les élèves aujourd'hui, qu'on appelle parfois des digital natifs, ne sont pas, n'ont plus tout à fait envie d'apprendre aujourd'hui comme hier, parce qu'ils sont face à un monde qui a évolué, face à des consommations qui sont complètement différentes. On parle de rapid learning, on parle de snacking, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on peut apporter à cette génération pour leur donner l'envie d'apprendre? C'est quoi les modalités technologiques, pédagogiques, etc. qui peuvent leur donner encore plus envie d'apprendre? Ensuite, je me suis intéressé aux professeurs en me disant, c'est la troisième résolution, c'est faire des propositions en disant refaire du plus beau métier du monde, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça veut dire qu'est-ce qui se passe? Pourquoi aujourd'hui on a à peine un tiers d'entre eux qui sont plutôt heureux de faire leur métier et les deux autres tiers qui ne le sont pas? Donc là aussi, je me suis intéressé à ça, et notamment quelque chose qui m'avait marqué, c'est un professeur qui m'avait dit, tu sais Bruno, mon métier a changé, c'était dans une fac. Il m'a dit, j'ai 100. Avant, je donnais mon cours de manière assez magistrale et j'avais tout le monde qui m'écoutait et c'était très plaisant pour moi. Et il m'a dit, aujourd'hui, j'ai un problème, c'est que j'ai face à moi, j'ai pas des élèves, j'ai 100 ordinateurs. Et chaque fois que je dis quelque chose, les gens contrôlent au même moment ce que je dis. Donc, le côté sachant n'est plus le même. Aujourd'hui, j'ai besoin d'être un facilitateur d'accès, à la fois pour donner du sens et contrer ce qui peut se passer parfois sur Internet ou sur Wikipédia, par exemple, et en même temps pour faire utiliser ces outils-là. Et puis le troisième volet, c'est les parents, parce qu'on est tous des parents et parfois on connaît pas trop notre place, notre rôle, etc. Donc ça fait partie des convictions. Et puis il y en a 7 autres. Donc j'en ai cité 6 autres, pardon. J'en ai cité 4. Et je termine notamment, et ça c'est le plus important, par l'espoir. Parce que moi, pour le coup, j'ai beaucoup d'espoir. J'ai beaucoup d'espoir d'abord sur la jeunesse. Je pense que les nouvelles générations aujourd'hui seront encore plus formidables demain qu'on l'a été. Par contre, il faut aussi qu'on s'adapte à elles et qu'on leur donne un certain nombre de moyens. Et j'ai aussi l'espoir, malgré le drame de la pandémie, qui nous a fait subir beaucoup de choses et notamment des pertes humaines, que ça soit un choc de modernité, un choc de transformation et d'évolution. Et donc, je me dis que c'est le bon moment. Et ça, combiné à une élection et une échéance présidentielle, je me dis que c'était le bon moment. Donc voilà, en gros, dans les grandes lignes. Après, il y a pas mal de choses. On s'intéresse aussi. Il y a un sujet quand même qui est important pour moi, c'est l'aliénation numérique. Et je me suis vraiment interrogé de voir quelles solutions on pouvait apporter concrètement pour être dans une maturité numérique des Français, des adultes et des enfants beaucoup plus élevée, pour dominer nos algorithmes et ne pas être dominés par les algorithmes. Ok, alors là, on va pas ouvrir le sujet, mais en tout cas, j'irai le lire, c'est sûr. Et ce sujet de l'aliénation numérique m'intéresse particulièrement parce qu'effectivement, on se dit que d'une part, c'est bien de le maîtriser, mais d'autre part, on se demande si parfois il ne maîtrise pas toute notre attention. Et il me semble que c'est aussi un peu le sujet du livre de Bruno Patino. Donc, ok, très bien. Non, mais c'est très clair. Donc, je mettrai d'une part l'étude dans les notes de l'épisode et puis le lien vers ton livre qui sort dans les jours à venir dans le 7 mars, voilà. Et bien, le podcast va sortir à peu près dans ces eaux-là, donc ça c'est très bien. Bruno, j'ai une dernière question et elle va résonner, je pense, chez toi, plus personnelle. Comment tu apprends et comment tu apprends tous les jours en fait? Tu viens de tout dire. Tu viens de tout dire parce que tu dis comment tu apprends tous les jours. Mais en fait, c'est ça. Tu vois, là, aujourd'hui, j'ai une journée qui était très, très remplie, mais j'ai appris beaucoup de choses, partout, tout le temps. C'est vrai que moi, j'ai été privé d'apprendre pendant un an. Quand j'ai eu mon accident de vélo quand j'étais gamin, je te l'ai dit, je crois, plutôt en perso. Mais ce qui a fait que je suis la personne aujourd'hui, c'est que j'ai eu un accident de vélo important à 12 ans et j'ai été privé d'école pendant un an. Donc ça m'a marqué. Et du coup, depuis, je me dis, voilà, c'est tellement, c'est quelque chose d'utile. Donc, moi, j'apprends de tout et tout le temps. C'est vrai que l'aspect multicanal
m'aide beaucoup. Je suis un consommateur de la connaissance, je suis un consommateur de la compétence, et elle a pas de limite. J'ai envie de dire que tous les outils, tous les canaux sont bons pour apprendre. Donc tu vois, les podcasts par exemple, c'est quelque chose que j'ai découvert finalement il y a pas si longtemps que ça. J'ai pris goût, ça me plaît beaucoup. Ça correspond à des moments de ma journée où j'ai plutôt l'accès à la compétence passe plutôt par un canal auditif, tu vois. J'apprends avec les yeux parce que observer, ça prend beaucoup. Voilà, j'apprends des autres tout le temps, et sans aucune limite quelque part, que ce soit j'ai la chance dans mon activité professionnelle de rencontrer des gens qui ont créé beaucoup de choses, qui sont des gens très engagés aussi, qui très cultivés. Donc je suis passionné par les gens que je rencontre au quotidien comme ça. Et puis j'apprends aussi des plus jeunes tout le temps. Tu vois, avant notre podcast, j'ai rencontré quelqu'un à Dubaï dans le cadre de l'exposition universelle et de la délégation à laquelle j'ai participé. Et c'est quelqu'un qui a 15 ans de moins que moi, et il était hyper sympa en me disant: Bruno, ce que tu as fait c'est super, t'es vachement inspirant pour moi, etc. Mais et à l'issue de l'heure qu'on a passé, évidemment on a fixé un dîner parce que j'ai appris beaucoup de choses avec lui, et je me suis dit: waouh Bruno, t'as encore beaucoup à apprendre. Voilà. Donc je sais pas, moi c'est un truc que j'ai chez moi, mais je pense que c'est aussi ça que j'ai envie vraiment, en tout cas à travers business et tous les projets que j'ai, qui est très motivant. Et j'espère en tout cas essayer de donner l'envie aux gens d'apprendre encore plus, parce que on est né pour ça. Voilà, on apprend tous les jours de nos victoires, de nos défaites, et puis des uns et des autres. Voilà, donc c'est une vraie passion. Ok, bon, super. Écoute, je fais le lien avec un autre épisode. Tu vas comprendre, toi, ton message, c'est que en fait, tout le monde est en capacité d'apprendre tous les jours. Et Diane Laine, qui est la fondatrice de We Are Peers, qui dit tout le monde a quelque chose à transmettre. Tu vois, donc en fait, je me suis retrouvé dans une rame de métro il y a 3 ans ou 4 ans de ça avec mon associé Nicolas Rivière, que je salue aussi. Et j'avais dit à Nicolas, la rame il y avait beaucoup de monde dedans, et j'ai dit: tu vois, tous les gens ici ont un talent, lequel je ne sais pas, mais tout le monde peut transmettre quelque chose à quelqu'un. On avait d'ailleurs une idée d'application à l'époque, on l'a pas fait. Pour ceux qui nous écoutent, faites-la. Tout le monde a besoin de ça. Super. Bon, merci beaucoup Bruno pour ton temps et pour avoir partagé tes convictions, et au-delà de l'histoire un petit peu, voilà, à la fois tes convictions et ces beaux projets que vous mettez à la fois voilà avec business dans une dynamique pour les organisations, mais aussi au titre des acteurs de la compétence, vous essayez de le proposer et de le mettre à disposition du plus grand nombre. Merci beaucoup Bruno. C'est moi qui te remercie Cyril, à bientôt. Attendez, ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode ? Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux, et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, nous.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.